C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé vendredi 10 avril 2026 au lancement de la 11e édition du festival Amani qui se tient dans la capitale cuprifère, Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. Pour cette année 2026, les organisateurs de ces grands rendez-vous culturels d'Afrique centrale ont placé l'événement sous le thème « Redevenir ». Enfin, de mettre en exergue la capacité de la culture congolaise à se réinventer sans renoncer à ses racines. Reportage. Placé sous le thème « Redevenir », cette 11e édition du festival Amani se veut une véritable opportunité pour relancer l'économie culturelle congolaise. Dans son discours inaugural, la chef du gouvernement a inscrit cet événement dans la vision globale de son action. En accueillant ce rendez-vous d'exception, Lubumbashi ne se contente pas d'être une terre d'accueil. Elle devient, le temps de ces célébrations, le véritable épicentre culturel et diplomatique de notre sous-région. Face à la guerre injustement nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23, le gouvernement réaffirme son engagement solennel à protéger chaque Congolaise, chaque Congolais. Nous œuvrons avec détermination et avec des moyens renforcés pour restaurer une paix durable, particulièrement dans la partie orientale de notre pays. La paix est une œuvre collective, patiente et quotidienne, qui a besoin de la contribution de tous. Dans cette dynamique, elle a précisé que la vision du gouvernement est de faire de la culture un secteur productif du premier plan, en soutenant le développement des industries créatives locales et en investissant massivement dans des infrastructures d'excellence. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elébé, a salué pour sa part l'impact structurant du festival Amani sur l'économie locale. Se retrouver à Lubumbashi, capitale mythique du cuivre, à l'occasion du festival Amani, est pour moi un moment profondément significatif. Participer à cet événement dépasse le simple cadre d'un rendez-vous culturel, car ce festival s'impose aujourd'hui comme un véritable catalyseur des industries culturelles et créatives en République démocratique du Congo. À travers sa participation au festival Amani, la première ministre confirme ainsi la place centrale accordée à la culture dans le programme d'action du gouvernement en tant que levier stratégique de paix, d'unité nationale et de développement économique. Comme annoncé dans les sommaires, le ministre de l'Industrie intérimaire a alerté sur les créances en souffrance du fonds de promotion de l'industrie estimé à environ 300 millions de dollars américains, appelant à un appui gouvernemental pour leur recouvrement. C'était lors de la 86e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 10 avril 2026 à la Cité de l'Union africaine sous la présidence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Complément d'information dans ces récits. Au regard de cette situation, le ministre de l'Industrie intérimaire a proposé au conseil d'administration du FPI de faire un audit approfondi du portefeuille des créances. Il a demandé au conseil d'administration du FPI de faire auditer le portefeuille des dites créances aux fins d'un côté de définir une stratégie plus appropriée et efficiente de recouvrement et de l'autre de détecter d'éventuels dysfonctionnements internes pouvant découler soit d'une organisation impertinente, soit du manque de compétences, soit encore de la persistance de pratiques informelles dans l'octroi de ressources aux porteurs de projets. Cette démarche s'inscrit dans une volonté du gouvernement de renforcer la transparence, d'améliorer la gouvernance et d'optimiser les performances du FPI dans l'accompagnement du secteur industriel. Face au risque des préjudices financiers pour le secteur industriel, le ministre ad intérim de l'Industrie a suggéré au gouvernement la mise en place d'une commission spéciale avec pour objectif, entre autres, d'engager des actions de recouvrement forcé. Pour ce faire, le ministre de l'Industrie a proposé l'implication du gouvernement par la mise en place d'une commission spéciale qui aura pour mission
de catégoriser les débiteurs de bonne ou de mauvaise foi, de négocier des protocoles de transaction pour les créances récupérables à l'amiable, d'engager des actions de recouvrement forcé avec l'appui de la force publique, de proposer des mesures conservatoires sur les patrimoines des débiteurs insolvables, faire accélérer l'avènement du décret portant mesures d'application de la loi numéro 23/032 du 28 juin 2003, modifiant et complétant l'ordonnance loi du 11/89/031 du 7 août 89 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. Une démarche qui vise en outre à accélérer l'application des textes légaux relatifs à la taxe de promotion de l'industrie. Au cours de la même rencontre gouvernementale, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Aimé Molendo Sakombi, a présenté au Conseil une note d'information relative à la proposition d'un plan d'urgence visant à améliorer la desserte en eau potable à Kinshasa. Ces plans met en lumière les principaux défis auxquels est confrontée la Régie des eaux dans la distribution d'eau à Kinshasa. Dans cette dynamique, une nouvelle tarification de l'eau est actuellement en cours d'examen pour renforcer la mise en œuvre de ces plans d'urgence et améliorer durablement la qualité de la desserte en eau dans la capitale. Suivez. Ces plans, a-t-il indiqué, visent à répondre aux principaux problèmes opérationnels de la Régie des eaux à Kinshasa, notamment la perte d'un volume important d'eau produit à cause du mauvais état de réseau des distributions qui date de plus de 50 ans, les manques de pièces de rechange et d'équipements pour l'entretien du réseau et les réparations de fuites d'eau, la lutte contre les érosions causées par les pluies qui dégradent l'état du réseau. Par ailleurs, les paiements de consommation d'eau des instances officielles et surtout l'application du nouveau tarif de vente d'eau constituent les principaux moyens pouvant permettre à la Régie des eaux de mettre en œuvre les 10 plans. En exécution de ce plan, les experts du ministère de l'économie et des ressources hydrauliques et électricité ont procédé à l'examen d'une proposition de tarif de vente d'eau avec l'implication de la Régie des eaux tenant compte des catégories sociales les plus vulnérables. À la faveur de ce nouveau tarif, la Régie des eaux pourra lancer des actions nécessaires pour résoudre les problèmes opérationnels en rapport avec la distribution de l'eau dans la ville-province de Kinshasa. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a été complété par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, qui est revenu notamment sur la nécessité de faire un audit, notamment sur les universités dites publiques, qui pour la plupart s'approvisionnent sans paiement de facture à la Régie des eaux. Je l'ai annoncé également dans les sommaires, mesdames et messieurs. Et si l'on construisait un viaduc à la baie de Ngaliema? Eh bien, c'est ce projet qui a été présenté par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Bonza, lors de cette réunion du Conseil de ministres. Ce projet vise à décongestionner la circulation à Kinshasa, surtout sur les axes qui mènent vers les centres-villes et Gombe, souvent très saturés. L'ouvrage prévu fera environ 3,5 km en deux voies avec un tracé qui reliera le rocade nord-ouest et nord-est en passant notamment par l'avenue du tourisme et le boulevard Tchatchi. Compte rendu de la note lue par le porte-parole du gouvernement dans ses propos sélectionnés par Ben Tchokuta. En effet, face à la persistance du phénomène de embouteillage qui paralyse la ville-province de Kinshasa, les axes menant vers le centre-ville, principalement la Gombe, demeurent particulièrement saturés. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a indiqué avoir initié un projet afin de décongestionner efficacement la rocade nord-ouest ainsi que la route de Matadi. Ces projets d'envergure visent à créer un contournement stratégique de la place Kitamo Magasin et de l'axe Kitamo Boulevard Monjiba Sosimat, zone de forte congestion. L'ouvrage, d'une longueur de 3,50 km en configuration 2 fois 2 voies, est conçu pour établir une liaison directe entre les rocades nord-ouest et nord-est. Le tracé prendra son origine sur l'avenue du Tourisme à hauteur de l'hôpital de la Rive, passera par le site de Chanik pour déboucher directement sur le boulevard Tchatchi à proximité de l'hôtel Pullman, vitesse des références estimée entre 60 à 80 km/h, accès par échangeur et rampe contrôlée tracée sur la bordure fluviale et route urbaine.
Direction APK, où le projet du calendrier de la session ordinaire de mars 2026 a été adopté vendredi par les députés provinciaux lors d'une séance plénière tenue au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La présentation et l'adoption de la gestion administrative, financière et du patrimoine de l'APK, l'examen et l'adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de mars 2026 ont été au menu de cette plénière. Suivez. Cette session plénière s'est apaisantie sur le calendrier de mars 2026. Au menu, examen et adoption du projet de calendrier, présentation et adoption de la gestion administrative, financière et du patrimoine de l'Assemblée. Au cours de son speech pour la circonstance, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a fixé l'opinion. Le bureau vous propose l'ordre du jour qui compose le point ci-après. Primo, adoption de l'ordre du jour. Secondo, lecture et adoption du procès verbal numéro 01 par APK par SO par mars par 2026 de la séance plénière du lundi 31 mars 2026. Tertio, examen, adoption du projet de calendrier des matières de la session ordinaire de mars 2026. Au moment de présenter le fait, le rapporteur de l'APK a indiqué que ce calendrier de travaux de la session ordinaire de mars 2026 comprend de nouvelles matières dans les domaines législatifs, non législatifs et les arriérés. Proposition d'édit portant mécanisme de promotion et de sauvegarde des salaires minimums provinciaux des travailleurs œuvrant dans le secteur privé dans la ville de Kinshasa. Proposition d'édit portant réglementation sur l'affichage et la publicité extérieure dans la ville de Kinshasa. Proposition d'édit portant promotion des soins palliatifs dans la ville de Kinshasa. Proposition d'édit portant mesures particulières de promotion, des soutiens et d'avantages accordés à la scolarité des élèves albinos, surdoués et enfants vivant avec handicap physique dans la ville de Kinshasa. Proposition d'édit portant création de taxes provinciales du secteur du tourisme dans la ville de Kinshasa. L'ordre du jour étant épuisé, la séance plénière a été levée. Tout à fait autre chose dans ce journal. Un carrefour d'impact a mis en lumière vendredi 10 avril 2026 à l'espace AUF à l'université de Kinshasa la nécessité d'exploiter les potentiels pour son développement. Placé sous le thème de l'inspiration à la transformation, cet atelier de réflexion organisé par la structure Impact Femmes a réuni opérateurs économiques, acteurs politiques et étudiants autour d'un paradigme unique. Impacté pour développer la communauté. Igor Biwaka et Ruben Manata étaient présents pour les comptes d'Ecofin Télévision. La première édition du Carrefour d'Impact a vécu en République démocratique du Congo sous les thèmes de l'inspiration à la transformation. Cet atelier de réflexion hautement symbolique a réuni divers acteurs politiques, opérateurs économiques et autres figures importantes du pays. Initié par Impact Femmes, ces moments d'échange visaient à transformer les ambitions en opportunités palpables et tangibles pour le développement personnel et par ricochet celui de la communauté. Des interventions très pertinentes ont agrémenté la rencontre. Des colonels Nenet Mukendi à Marc Mwembo, le paradigme est resté le même, impacté. La jeunesse est une opportunité pour le développement de notre pays. Donc nous devrons les canaliser. C'est une très grande énergie. Aujourd'hui, nous avons peut-être l'insuffisance de ne pas les exploiter à fond. Ce qui fait que nous connaissons des petits retards. Mais je crois qu'il n'est pas encore temps. Nous pourrons facilement nous raviser et encadrer cette jeunesse. Elle est pleine d'énergie, pleine d'innovation, pleine d'initiation, plein d'inventions. Alors, c'est suffisamment important pour que nous puissions capitaliser. Chaque panel a gravité autour d'un sujet spécifique. Nous ne devons pas rester de simples spectateurs, mais nous devons plutôt être des acteurs engagés dans la transformation
surtout que la jeunesse congolaise est une jeunesse riche en potentiel. Aux responsables de cette session de se satisfaire de la réussite de l'événement. La motivation pour ce Carrefour d'Impact première édition 2026 donc, a été mise en place pour essayer de capter le jeune. On a compris que les jeunes sont formés, les jeunes sont intelligents, mais il manque de cadre, de réseau qui peut leur permettre d'évoluer. Pour rappel, cette activité a réuni des acteurs dans l'optique de sensibiliser la jeunesse congolaise, particulièrement les étudiants, futurs cadres et élites du pays. L'activité s'inscrit dans le cadre de l'objectif d'impact femmes, cher à Madame Nansinkwe, objectif qui vise à transformer les structures et les mentalités pour favoriser un environnement inclusif, équitable et respectueux. La jeunesse a été identifiée comme une opportunité de développement lors de ce forum d'impact. Plusieurs stratégies ont été implorées pour donner à ces jeunes le calibre qu'il faut pour impacter le développement de la société congolaise. Les concernés sont sortis satisfaits des enseignements reçus et plaident pour la pérennisation de ce genre d'initiatives en sollicitant en toile de fond l'accompagnement du gouvernement. Suivez. La jeunesse congolaise, particulièrement les étudiants, futurs cadres et élites du pays, ce sont eux qui ont bénéficié de ces mouvements de partage où Impact Femmes leur a permis d'explorer leur potentiel au travers de ces carrefours. Conquis par la pertinence de ces interventions, ils livraient chacun leurs impressions. L'avenir se prépare maintenant, pas demain. L'avenir, ce n'est pas de croiser les bras comme ça et puis attendre que l'État puisse nous aider. On doit commencer à aider ces pays aujourd'hui, maintenant là. Entreprendre en tant que jeunes, ça nous permet d'émerger, de faire émerger notre pays, avoir l'idée, avoir des projets, avoir des initiatives. Conscients de leur apport dans le développement du pays, ces jeunes participants vantent cette initiative et appellent à sa pérennisation. En tout cas, nous sommes fiers d'avoir participé à ces carrefours d'échange et surtout qui a été basé sur les partages, avec les magnifiques thèmes qu'on a eu à découvrir, de l'inspiration à la transformation. Et les intervenants nous ont époustouflés, ont été pertinents, ont eu vraiment à toucher les fonds, surtout plus du secteur économique. On a eu même à avoir des échanges avec un acteur politique qui ont pu nous montrer la connexion qu'il y a entre l'économie et la politique. J'encourage fortement l'Impact Femmes à continuer à œuvrer dans cette initiative, surtout plus dans la formation des jeunes. Impact Femmes appelle toutefois les jeunes à intégrer son réseau pour bénéficier de plus d'accompagnement. Les entrepreneurs comme nous, pour intégrer l'Impact Femmes, d'abord, premièrement, si peut-être tu as des projets ou tu as des difficultés et tout, que tu n'arrives pas à mettre en place des projets, avec Impact Femmes, ça va vous aider à avoir des structures, en fait, des mécanismes et avoir de plans pour arranger bien vos projets. Pour rappel, cette activité a été placée sous les thèmes de l'inspiration à la transformation. Par ces thématiques, Impact Femmes, chère à Madame Nansinkwe, veut toucher une large partie de la population juvénile congolaise, en particulier les jeunes, socle du développement du pays. D'où l'accompagnement des autorités compétentes s'avère nécessaire. La province du Kasaï central pourrait enfin voir se concrétiser le projet de construction d'une barrage hydroélectrique d'Mbombo. Un contrat commercial a été signé entre l'Agence nationale d'électrification et de services énergétiques en milieu rural et périurbain et la société Angélitique Internationale pour la construction de cette centrale située en périphérie de Kananga. Une nouvelle étape alors qu'il y a un an, la société civile dénonçait la lenteur dans la matérialisation du projet. Suivez. L'accord a été paraphé par le directeur général de l'ANSER, Cyprien Moussimar, et le président du conseil d'administration d'Angélique Internationale, Ajay Krishna Goyal. Le projet prévoit la construction d'une centrale hydroélectrique d'une capacité estimée à 20,08 MW, composée de 4 unités de production de 5,02 MW chacune, ainsi que l'aménagement de voies d'accès et de lignes de transport d'énergie vers la ville de Kananga. Cette infrastructure s'inscrit dans un contexte où le Kasaï central demeure l'une des provinces les moins électrifiées de la République démocratique du Congo. La signature de ce contrat ouvre désormais la voie à des négociations
en vue d'une convention de financement entre le gouvernement congolais et une banque commerciale, laquelle devrait couvrir environ 70% des coûts liés aux travaux, équipements, à l'installation et à la mise en service du projet, comme l'a précisé le directeur général de l'ANSER. C'est d'abord un grand jour, j'aimerais commencer par là. Un grand jour, un grand pas pour nos concitoyens de Kananga, à qui le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait fait une promesse à date du 24 décembre 2024. Promesse pour qu'une centrale hydroélectrique soit construite sur la rivière Loulois, sur le Chitumbumbu, une centrale de 20,5 MW. Le projet devait initialement démarrer 2 ans plus tôt. L'année dernière, déjà, la société civile locale dénonçait un ralentissement préoccupant sur le terrain et avait interpellé les autorités sur l'avenir de ce chantier stratégique. Cette nouvelle avancée pourrait donc être perçue comme un signal d'espoir pour les populations du Kasaï central. Après sa validation le 4 avril dernier, la politique nationale forestière ne fait pas l'unanimité au sein de l'opinion. Ces documents, d'après l'exécutif par la voix du ministère des tutelles, entend garantir une gestion durable, responsable et inclusive des forêts. Pourtant, l'avis de certains chercheurs en environnement, les conclusions finales ne déterminent pas explicitement comment la RDC pourrait tirer profit de ces ressources forestières. Lecture de la situation du professeur Augustin Gué dans ce récit de Diomanana. Aussitôt validée, la politique nationale forestière est dans les collimateurs de quelques chercheurs qui en désapprouvent la teneur et pertinence. Pourtant, présenté par l'exécutif comme un document qui garantit la gestion durable, responsable et inclusive des forêts, ces documents ne démontrent pas comment la RDC peut tirer profit de ces ressources forestières. C'est ce qu'estime le professeur Augustin Ké. Je profite d'abord de l'occasion pour vous exprimer mon regret, parce que ces documents-là, ils restent techniques, administratifs et normatifs. Alors que nous avons besoin d'un document de politique qui contribue au développement économique du pays. Parce que qu'est dit la politique forestière, ça veut dire une politique économique, mais au niveau sectoriel de la forêt. Donc lorsque vous lisez les documents, vous devez comprendre comment nous pouvons nous développer à travers ces documents. Malheureusement, ces documents vont nous conduire encore dans la pauvreté extrême et va détruire complètement notre forêt. Pour ces professionnels en environnement, les zones d'ombre demeurent. Et les autorités passent à côté de la véritable question. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin des mines, on n'a même pas besoin d'autres secteurs. On peut se développer seulement à travers la forêt. C'est comme le Gabon aujourd'hui a des ressources grâce à la forêt, le Brésil a des ressources grâce à la forêt, l'Indonésie la même chose. Mais pourquoi la RDC ne peut pas se développer grâce à la forêt? Vous connaissez la contribution au PIB de notre forêt, c'est 0,1%. Augustin Gué estime que les forêts congolaises constituent un levier essentiel de relance de l'économie. La politique qu'il a définie doit être mieux structurée. Ils sont en train d'hypothéquer pas seulement l'avenir de nous qui revendiquons, même l'avenir des journalistes aussi. Parce que l'oxygène que vous respirez, il faut que la forêt soit présente. Si ces documents ne font pas l'unanimité, l'exécutif par la voix du ministère de l'Environnement reste tout de même persuadé de sa pertinence. Car, à l'en croire, ce texte entend en outre valoriser les services écosystémiques tout en conciliant les impératifs de développement économique et de préservation de la biodiversité. On va boucler ce journal avec la note de conjoncture arrêtée au 3 avril 2026 qui met en évidence une nouvelle flambée du prix du pétrole, désormais au-dessus des $109 américains le baril. Cette évolution exerce une pression sur les prix intérieurs, tandis que la Banque centrale du Congo renforce son action de régulation de la liquidité pour limiter les effets inflationnistes. Jocelyne Mouteba pour le détail. La situation économique actuelle est dominée par un choc externe majeur, la hausse du prix des pétroles. Au 3 avril 2026, le baril s'est établi à $109,2 américains, en progression de 6,4% sur une semaine. Dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient, cette hausse du pétrole agit comme un facteur central des transmissions vers l'économie intérieure.
En effet, l'augmentation du coût énergétique renchérit les transports, la logistique et par ricochet les prix des biens de consommation. Ce mécanisme contribue à alimenter une dynamique inflationniste observée dans le prix intérieur, notamment sur les produits alimentaires et les services de transport. Dans le même temps, les données montrent une inflation hebdomadaire légèrement en hausse, traduisant une pression progressive sur les niveaux généraux de prix. Cette évolution reste toutefois contenue en partie grâce à l'action de la Banque centrale du Congo. En réponse, la BCC a procédé à une ponction des liquidités de 189 milliards de francs congolais via les bons BCC dans le but de réduire la circulation monétaire et d'atténuer les tensions inflationnistes. Le marché interbancaire et les guichets des prêts marginaux restent quant à eux inactifs, ce qui traduit un environnement monétaire relativement contrôlé. Voilà qui vient mettre complètement fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Restez branchés sur les antennes d'Ecofin Télévision. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.